C'est une histoire terrifiante qui est arrivée à l'amie de la mère de Matteo, Tania, il y a des années. Et encore aujourd'hui, cette histoire le fait flipper. À l'époque où Matteo était encore dans le ventre de sa mère, Tania était connue pour sa personnalité rayonnante et ses longs cheveux noirs magnifiques. Elle habitait près d'un grand arbre où les corbeaux faisaient souvent leur nid. Chaque après-midi, quand venait l'heure du repas, Tania s'installait près de sa fenêtre ouverte pour manger, profitant de la brise chaude de l'été. Mais un jour, tout a changé. Un corbeau s'est posé sur le rebord de la fenêtre et l'a simplement fixé. Ses yeux ne bougeaient pas. Tania a pensé qu'il avait faim, alors elle lui a donné un peu de nourriture. Et ça a continué comme ça tous les jours. Au début, ça paraissait inoffensif. Mais un soir, quelque chose d'étrange est arrivé. Tania venait de prendre sa douche, et comme la chaleur était étouffante, elle avait laissé ses cheveux mouillés retomber le long de son dos. Cette nuit-là, il n'était que 4 dans la maison. Tania, son cousin, son frère et un ami de celui-ci. Ses parents étaient partis loin pour une opération. Elle a mangé son dîner, mais c'était comme si ça ne lui suffisait jamais. Elle avait une faim dévorante, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Le lendemain, elle est restée au lit, clouée par une fièvre brûlante. Et quand la fièvre est retombée, les choses ont empiré. Tania s'est mise à engloutir des quantités de nourriture impressionnantes, comme si elle mangeait pour plusieurs personnes. Et la nuit venue, c'est là que l'horreur a commencé. Elle s'est mise à errer dans la maison. Elle ouvrait le frigo, cassait des bouteilles, traînait des chaises, frappait sur les murs, comme si elle n'était plus maîtresse de ses gestes. Les médecins ont parlé de somnambulisme. Mais sa famille savait bien que ce n'était pas ça. Un jour, la mère de Matteo a décidé de lui rendre visite. Ce qu'elle a vu l'a marqué à vie. Dans la chambre de Tania, 7 ou 8 personnes essayaient désespérément de la maintenir au sol. Elle se débattait avec une telle force qu'ils avaient du mal à la contenir. Ce jour-là, la mère de Matteo n'a plus jamais osé intervenir. Finalement, la famille a emmené Tania chez un prêtre. Il a posé ses mains sur ses épaules et s'est mis à prier. Et là, une voix profonde, gutturale, est sortie de la bouche de Tania. Le prêtre a demandé « Combien êtes-vous en elle ?» La voix a répondu « 7, nous sommes 7 en elle. » Le prêtre a blêmi. « Pourquoi êtes-vous entrés ?» il a demandé. Et la voix a dit « Elle a pris soin de nous et nous a nourris, nous l'emmenant dans l'au-delà. » À cet instant, le prêtre a compris la vérité. Ces corbeaux n'étaient pas de simples oiseaux, c'étaient des esprits. Et quand Tania avait ri, avec ses longs cheveux mouillés qui descendaient dans son dos, ils avaient saisi leur chance. Les esprits ont averti le prêtre. Tania ne se marierait jamais, elle n'aurait jamais d'enfant. Et si elle essayait, le malheur la frapperait. Le prêtre les a menacés, il a prié de toutes ses forces. Et au bout d'un moment, ils ont fini par partir. Avant que Tania ne rentre chez elle, il lui a donné un objet protecteur et l'a prévenu. Ne le perds jamais, ne l'enlève jamais. Les années ont passé. Tania s'est mariée. En 2014, elle est tombée enceinte. Mais elle a perdu son bébé. Puis en 2018, et encore en 2022. À chaque fois, une fausse couche. Finalement, ils ont abandonné l'idée et ont adopté un enfant. Mais même aujourd'hui, ils ne vivent pas en paix. Matteo espère de tout cœur que plus rien de terrible ne leur arrivera. Mais au fond, il sait que certaines choses ne lâchent jamais leur proie. Cette histoire est arrivée à Clara il y a environ 9 mois, à la fin de l'hiver. Elle se levait habituellement à 6 heures pour aller à l'école. Et sa grande sœur, qui avait 26 ans, la conduisait en voiture en partant au travail. C'était leur routine. Sa sœur était toujours impeccable, cheveux bouclés et maquillage parfait, rien qui dépassait. Mais ce jeudi matin-là, tout était différent. Clara s'est réveillée un peu en retard. Elle s'est dépêchée de se préparer à dévaler les escaliers, s'attendant à entendre sa sœur klaxonner ou râler dehors. À la place, elle l'a trouvée debout dans l'entrée, en train de l'attendre. Quelque chose clochait. Ses cheveux n'étaient pas bouclés. Son visage était nu, sans une trace de maquillage. C'était pas vraiment son genre. Clara essayait de détendre l'atmosphère. Elle a lancé en rigolant. « Tu as bossé moche aujourd'hui ?» Sa sœur s'est tournée lentement vers elle et lui a souri. Mais ce n'était pas un sourire normal. Il était trop large, comme si elle forçait son visage à se déformer. Et ses yeux étaient un peu trop grands, trop figés. Clara rit nerveusement, attendant qu'elle réponde. Mais n'a rien dit, et s'est contentée de rester là, à sourire comme ça. L'air dans la pièce est devenu glacial. Alors Clara a demandé « Tu m'emmènes ou pas ?» À ce moment-là, son sourire s'est effacé d'un coup. Sa sœur a attrapé sa main et a dit
Je vais t'accompagner à pied. Clara clignait des yeux. Elle a demandé pourquoi. Aucune réponse. Mais la main de sa sœur s'est refermée sur la sienne, si fort que ça l'a fait grimacer. Elle avait l'impression qu'elle lui broyait les os, comme si elle avait une force incroyable. Et pourtant, sa sœur était mince, pas spécialement costaude. Ils ont commencé à marcher, en silence. Chaque fois que Clara tentait de demander pourquoi elle ne prenait pas la voiture, sa sœur restait muette, fixant droit devant elle, avec ce visage fermé. Quand elles sont arrivées près de l'école, Clara a fini par retirer sa main. « On est arrivés », elle a dit, en s'éloignant vers le portail. Mais sa sœur insistait encore. « Viens par ici », elle répétait. « Suis-moi, juste suis-moi. » Clara s'est mise à courir et à foncer dans l'enceinte de l'école. Elle a raconté à ses amis le comportement étrange de sa sœur. Ils se sont jetés de regards inquiets mais n'ont rien dit. Ils pensaient sûrement qu'elle faisait tout un foin de rien. Plus tard, pendant la pause, Clara a regardé son téléphone. Et là, elle s'est figée. Un message de sa sœur, envoyé à pile 6 heures du matin, qui disait « Je pars tôt ce matin, j'ai une réunion. » Et il y avait une photo en pièce jointe. Sa sœur, assise dans la voiture, faisant lever de la victoire. Cheveux parfaitement bouclés, maquillage impeccable. Avec en légende « Amuse-toi bien à marcher toute seule. » Clara a senti le sang lui quitter le visage. Si sa sœur était déjà partie ce matin-là, qui l'avait accompagnée jusqu'à l'école? Elle a tout raconté autour d'elle. La plupart n'ont pas cru un mot de ce qu'elle disait. Ils ont rigolé, pensant qu'elle avait tout imaginé. Sauf sa mère. Quand Clara lui a expliqué ce qui s'était passé, elle est devenue très sérieuse. Et elle a dit quelque chose qui a glacé Clara sur place. Moi aussi, j'ai déjà vécu un truc comme ça. Elle n'a pas voulu en dire plus. Mais Clara se souvient très bien d'un mot que sa mère a prononcé. Doppelganger. Depuis ce jour, Clara vit sur ses gardes. Parfois elle se demande, est-ce que sa mère est vraiment sa mère? Est-ce que son père est vraiment son père? Et à chaque fois qu'elle voit sa sœur sans maquillage, les cheveux détachés, elle se fige. Elle repense à ce matin-là, à ce regard, à ce sourire, à cette main qui serrait la sienne, et à cette voix qui répétait « Suis-moi, juste suis-moi ». Cette histoire est arrivée à Sana pendant sa 2e année de lycée. Elle avait été choisie comme candidate pour un concours de beauté, mais elle ne savait ni chanter ni faire quoi que ce soit d'exceptionnel. Pour faire simple, elle a décidé de danser avec 2 amis de sa classe. Elles ont organisé tout ça ensemble et se sont mises d'accord pour répéter la chorégraphie dès que possible. Juste en face de chez elle, il y avait une maison vide avec un gardien. Sa mère connaissait le gardien, alors Sana lui a demandé si elle pouvait utiliser une des pièces inoccupées pour les répétitions. Il a accepté, en précisant que l'électricité ne fonctionnait pas, et qu'il valait donc mieux s'entraîner dans la journée. La maison était grande, avec 3 étages et un toit terrasse, mais n'était pas terminée. En fin d'après-midi, vers 16 heures, les 3 filles se sont retrouvées devant la maison. Sana a pris son ordinateur portable pour lancer la musique, et ils ont commencé à s'entraîner. Ils se sont bien amusés et ont presque retenu toute la chorégraphie. Sana a ensuite proposé de filmer la danse avec la caméra de son ordi, pour vérifier si elle faisait des erreurs ou si elle n'était pas bien synchronisée. Elles se sont éclatées en dansant, ont rigolé et ont pris des photos, puis elles ont fait une pause et lancé la vidéo pour voir le résultat. Au début, tout semblait normal. Mais au milieu de la vidéo, un hurlement de femme a retenti. Un cri atroce, comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. Ce hurlement s'est répété, long et glaçant, en arrière-plan de leur danse. Et le pire, c'est qu'elles n'avaient rien entendu pendant l'enregistrement. Il commençait à faire nuit, mais elles sont restées figées, glacées par la peur. Elles savaient qu'elles étaient seules dans la pièce. Et bien sûr, elles auraient arrêté de répéter s'il y avait eu quelqu'un d'autre dans la maison. Mais n'avaient jamais entendu aucun cri. En tremblant, Sana a rembobiné la vidéo pour vérifier. Et le cri était toujours là. Mais cette fois, il était encore plus fort, plus aigu. Une voix perçante, déchirante. Un cri que Sana n'avait jamais entendu de toute sa vie. Ils ont paniqué, fermé l'ordinateur, hurlé à leur tour et sont sortis en courant sans se retourner. De retour chez elle, Sana a raconté ce qui s'était passé à sa mère. Elle a d'abord cru qu'elle s'était juste monté la tête. Mais en regardant la vidéo, elle a blêmi. Elle n'a rien dit, elle a simplement ordonné à Sana d'effacer l'enregistrement immédiatement. Depuis ce jour-là, elles ne sont plus jamais retournées dans cette maison. Et chaque fois que Sana regarde par la fenêtre de sa chambre, son estomac se noue. Elle a peur. Peur de voir apparaître le visage de la femme derrière ses hurlements.
Quand la famille de Naïma avait emménagé dans sa nouvelle maison, tous les voisins étaient venus se présenter, avec des cookies ou des brownies, un peu comme dans les films. C'était un quartier résidentiel, calme, plutôt classe moyenne, composé principalement de personnes âgées blanches et de jeunes familles. Elle le mentionne parce que sa famille était la seule famille noire du voisinage. Pas de couple mixte, pas d'enfants adoptés noirs. Personne. Ça ne les a pas plus choqués que ça, mais c'était clair qu'ils étaient différents. Naïma avait 13 ans à l'époque, et son frère en avait 15. Leur jardin faisait un peu plus de 2000 mètres carrés, clôturé, mais collé à 2 autres jardins, chacun d'environ la moitié du sien. Chacun avait sa propre clôture, mais ça formait un T, avec leur jardin au-dessus, et les 2 autres en bas, séparés par des palissades. Sur la gauche, il y avait un vieux monsieur nommé Tom. Il ressemblait un peu à Willie Nelson, sauf qu'il n'avait pas les tresses. Il sortait souvent torse nu, avec un gilet en jean, quel que soit le temps. Plutôt musclé pour son âge, mais il semblait fragile malgré tout. Il avait un côté vieux type bizarre, mais presque marrant. Mais plus Naïma grandissait, plus sa remarque devenait dérangeante. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin avec ses chiens, et Tom pouvait la voir depuis sa baie vitrée. À chaque fois qu'elle tournait la tête, il était là, debout derrière la vitre, à la fixer. Et dès qu'il voyait qu'elle l'avait repéré, il sortait lui parler. Naïma tentait de rentrer discrètement avant qu'il ne l'interpelle, mais parfois elle n'allait pas assez vite. Pour ne pas être trop évidente, elle marchait calmement, sans courir. S'il n'arrivait pas à temps à l'intérieur, il l'appelait. Elle n'allait jamais trop près de la clôture, elle répondait de loin. Il lui posait des questions sur l'école, sur sa classe, lui disait qu'elle était jolie, lui demandait si elle avait un petit ami, ou si elle avait une sœur plus âgée ou des amis qui lui ressemblaient. C'était franchement bizarre. Mais Naïma riait nerveusement pour ne pas avoir l'air malpoli. Puis il arrêtait de parler, et restait là, à la regarder, sans rien dire. Alors elle inventait une excuse pour rentrer. Il hochait la tête, restait planté à la clôture, et la regardait s'éloigner. Ce genre de scène arrivait presque toutes les semaines. Sa mère adorait décorer, donc la maison changeait de style tous les 2 mois. Pendant l'un de ces moments de frénésie déco, elle avait décidé d'installer une nouvelle porte-fenêtre à l'arrière. Résultat, il a fallu retirer les rideaux du salon. Elle a refusé de la remettre juste pour devoir les retirer plus tard. Le salon, c'était aussi là où se trouvait la télé familiale. Naïma n'avait pas de télé dans sa chambre, donc elle restait souvent là avec son frère, parfois jusqu'à tard. Une nuit, son frère s'est couché tôt. Elle a donc regardé un film seule. Vers minuit, elle a éteint la télé pour aller dormir. Elle s'est levée du canapé, a éteint la lumière, puis s'est tournée vers la baie vitrée. Et là, elle a vu une autre lumière. Pas chez elle, chez Tom. Il était là, debout, dans sa baie vitrée, en train de la regarder. Le lendemain, elle en a parlé à ses parents. Ils n'ont pas réagi, pas sérieusement. Et comme Naïma est anxieuse de nature, elle s'est dit que c'était peut-être juste son imagination. Mais peu après, ses chiens ont commencé à tomber malades. À chaque fois qu'elle les sortait, ils vomissaient ou avaient la diarrhée. Ce n'était pas la nourriture, elle n'avait rien changé. Par précaution, ils ont même jeté les friandises récentes. Mais les symptômes ont continué. Puis elle a remarqué que, dès qu'elle ouvrait la porte, ses chiens fonçaient vers la clôture de Tom, sautaient, remuaient la queue. Ils sortaient lentement, leur tendaient la main au-dessus de la clôture, et leur donnaient des friandises. Ce qui était bizarre, car ils n'avaient même pas de chien. Naïma l'a dit à ses parents. Son père est allé lui parler et lui a dit que les chiens étaient malades. Tom s'est excusé, a arrêté de les nourrir, et les chiens ont guéri. Quelques semaines plus tard, Naïma est rentrée de l'école. Son frère était à la fac, ses parents n'arrivaient jamais avant quelques heures. Elle avait une routine. Poser son sac, monter se changer, libérer les chiens de leur cage sur la véranda, prendre un goûter, les faire rentrer. Mais ce jour-là, elle était trop impatiente de les voir. Au lieu de monter, elle est allée directement sur la véranda. Et elle l'a vu. Tom, assis par terre, juste devant les cages. Et s'est figé. Lui ne l'avait pas vu. Elle a regardé si la porte était verrouillée. Et non, elle ne l'était pas. Naïma a commencé à la verrouiller le plus lentement possible. Mais ça a fait un clic. Tom a levé la tête. Il l'a vu. Elle a détalé à l'étage, a tenté d'appeler sa mère, mais son téléphone était éteint. Elle a essayé son père. Il ne répondait pas. Elle ne pensait pas que ça justifiait un appel à la police, alors elle s'est cachée. Puis elle a entendu des coups à la porte. Rien de violent, des petits coups, presque amicaux, comme s'ils voulaient simplement discuter. Elle a rappelé son père. Il a fini par décrocher. Naïma pleurait. Elle a hurlé que Tom était sur la véranda. Il a dit qu'il rentrait, mais qu'il était à 1 heure de route. Elle est restée dans sa chambre à attendre. Le silence est revenu. Les coups se sont arrêtés. Son père a fini par rentrer. Tom n'était plus là. Elle ne sait pas ce qui s'est passé entre les 2 hommes. Mais après ça, Tom n'est plus jamais venu lui parler. Il n'a pas recommencé à sortir.
mais il n'a jamais cessé de l'observer. Toujours debout, à sa fenêtre, la lumière allumée, juste pour qu'elle sache qu'il était là. Et parfois, il agitait la main. Un petit signe, un petit rappel qu'il la voyait. Toujours. Cette histoire a eu lieu quand Alina avait 15 ans. Elle en a 17 actuellement. Sa famille venait tout juste d'emménager sur une île aux Philippines, réputée pour ses sorcières et ses phénomènes étranges. Sa mère l'avait prévenue de cette réputation, mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle allait vivre. Il n'y avait que 4 autres maisons dans les environs, éparpillées le long d'une route solitaire. Les premiers mois s'étaient passés sans incident, jusqu'à ce qu'un soir, quelque chose d'étrange attire son attention. L'un des chiens du voisinage s'était assis au milieu de la route, parfaitement immobile, fixant l'obscurité à sa droite. Il était minuit. Il semblait attendre quelqu'un ou quelque chose. De temps en temps, il poussait un aboiement sourd, presque inquiet. Elina regardait autour d'elle, pensant voir passer un promeneur, mais il n'y avait personne. Elle est même allée voir son propre chien, curieuse de savoir s'il ressentait quelque chose d'inhabituel. Mais il dormait profondément, roulé en boule, parfaitement paisible. Finalement, elle a haussé les épaules et est retournée se coucher. Mais c'est la nuit suivante que tout a changé. Elle était restée réveillée tard, à regarder des dramas coréens sur son lit. Il devait être 1 ou 2 heures du matin, quand elle a entendu un cri perçant. Un hurlement lointain, désespéré. Au début, elle a cru qu'un voisin faisait un cauchemar. Mais alors qu'elle était figée, les yeux collés à l'écran, elle a senti des pas autour de la maison. Elle a tourné la tête vers la fenêtre et a remarqué que la lumière extérieure, c'est la détection de mouvement, clignotait. Et s'est levée. Il n'y avait personne dehors. Elle a essayé de se rassurer. Le vent? Une branche? Peut-être. Mais au fond d'elle, elle a su que quelque chose clochait. Puis, elle a de nouveau entendu la voix. Cette fois plus proche. C'était bas, presque un murmure. Impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. La panique lui a noué la gorge. Son chien, jusque-là silencieux, s'est mis à aboyer. Pas fort, comme s'il n'était pas sûr de comprendre ce qu'il ressentait. Aucun des autres chiens du quartier n'a réagi. Tremblante, Elina a saisi son téléphone, a activé la lampe torche et est allée jeter un œil à sa mère et à sa sœur qui dormaient dans le salon. Elles étaient toutes les deux profondément endormies. Elle a hésité à réveiller sa mère, mais elle savait déjà ce qu'elle dirait, de retourner se coucher. Alors elle est allée jusqu'à la porte arrière, là où son chien était. Il avait changé d'attitude. Son corps était raide, sa queue basse, ses oreilles collées. Il regardait fixement la route. Elina a suivi son regard. Il n'y avait rien. Juste cette route silencieuse, plongée dans l'obscurité. Un seul lampadaire diffusait une lumière blafarde, incapable de percer l'obscurité dense au-delà. Toutes les maisons des alentours étaient éteintes. Pas un bruit, pas une silhouette. Elle était la seule à être réveillée. La seule à avoir entendu cet appel à l'aide déchirant. Elle n'a presque pas dormi de la nuit. Allongée dans son lit, figée, les yeux grands ouverts, jusqu'au lever du jour. Au petit matin, elle s'est précipitée pour raconter à sa mère ce qu'elle avait entendu. Le visage de sa mère s'est immédiatement figé. Elle lui a dit que sa tante avait appelé plus tôt ce matin-là. L'un de ses cousins était mort dans la nuit, foudroyé par une crise cardiaque. La même nuit où Elina avait entendu cet appel à l'aide. Sa mère était convaincue que c'était l'âme de son cousin. Perdue, paniquée, incapable d'accepter sa propre mort. Une âme qui hurlait encore à l'aide. Depuis ce soir-là, rien de similaire ne s'est produit. Mais Elina y pense encore. Et elle se demande toujours, qu'est-ce qu'elle a vraiment entendu cette nuit-là? Ça fait maintenant 4 ans que cette histoire est arrivée à Elias, mais il s'en souvient encore comme si ça s'était produit la veille. Parfois, quand le visage grotesque de cette femme apparaît dans ses cauchemars, il se réveille en hurlant. Même en l'écrivant, des frissons lui parcourent les bras, et une sueur glacée glisse le long de son dos. C'était un soir de mi-juin, sous une pluie persistante. Le genre de journée où le ciel restait gris du matin au soir, où la lumière semblait ne jamais percer, et où l'air semblait en suspens, comme si quelque chose se préparait. Elias se trouvait sur la véranda, en train de rentrer le linge à toute vitesse avant que l'orage ne s'intensifie. Et c'est là qu'il l'a vue, du coin de l'œil. Il a tourné la tête. Une femme se tenait au bout de l'allée, juste devant sa maison. À première vue, elle n'avait pas de tête. Un cri étouffé lui a échappé, court et paniqué. N'en fixant mieux,
il a compris que la réalité était pire encore. Sa tête était là, mais totalement renversée vers l'arrière, à un angle tellement extrême que cela semblait impossible. Comme si son cou avait cédé, et sa bouche était grande ouverte. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas. Elle restait là, immobile, face au ciel. Le seul son dans le silence, c'était la pluie. Elias est resté figé pendant de longues secondes. Elle ne le regardait pas. Aucun mouvement, aussi figé qu'une statue. La peur le submergeait de seconde en seconde. Chaque instant, lui a hurlé de ne pas l'approcher. Il a recommencé à bouger lentement, sans faire de bruit. Il a continué à ramasser le linge, en essayant de respirer normalement. Puis il s'est dirigé vers la porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là qu'elle a tourné la tête vers lui. Son cœur a raté un battement. Le visage de la femme s'est fendu d'un immense sourire. Mais ce n'était pas un vrai sourire, il n'avait rien d'humain. Il était bien trop large, bien trop intense. Quand les gens sourient, leurs traits se détendent en temps normal. Mais elle, non. Son sourire restait là, inaltérable, immobile. Un sourire euphorique, presque extatique, mais aussi terrifiant qu'un masque de carnaval. Elias a senti une alarme hurler dans sa tête. Elle n'est pas normale, elle n'est pas humaine. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas crié, il a juste couru. Il a foncé vers la porte, l'a ouverte brutalement, l'a claquée derrière lui, et a verrouillé la serrure dans un clic sec. 3 secondes plus tard, un énorme boom a frappé la porte. Elias a hurlé. Le linge est tombé de ses bras, éparpillé sur le sol. Il s'est effondré par terre, haletant. Il a voulu lui crier de partir d'une voix menaçante, mais on aurait plus dit un enfant terrifié. La femme n'a rien répondu, et le silence est revenu. Une pensée lui a traversé l'esprit. Comment avait-elle fait pour arriver jusqu'à la porte aussi vite? Il venait à peine de rentrer, et pourtant, elle avait réussi à percuter la porte avec une violence inouïe. Ce n'était pas un coup, c'était un choc, un corps projeté. Il a hurlé qu'il allait appeler la police, mais toujours aucune réponse. Il s'est approché de la fenêtre et a jeté un coup d'œil dehors. Elle était là, de nouveau au bout de l'allée, comme si rien ne s'était passé. Sa tête toujours renversée, son visage toujours tourné vers le ciel. Et ce sourire. Par moments, elle bougeait légèrement les bras ou le torse, comme si elle célébrait une victoire invisible. Une joie silencieuse. Elias a saisi son téléphone et a appelé les secours. Les policiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Ils l'ont interpellé. Un des agents lui a demandé s'il allait bien, mais il n'arrivait pas à détacher son regard d'elle. Son visage était couvert de sang. Le nez, le front, elle saignait de partout. Et c'est là qu'il a compris. Elle s'était fracassée la tête contre sa porte. Mais elle souriait encore, toujours. Ils l'ont emmenée. Il n'a jamais su ce qu'elle était devenue. La police n'a donné aucune suite. Peut-être qu'elle était malade. Peut-être qu'elle avait pris quelque chose. Il n'en savait rien. Mais il n'a jamais compris pourquoi elle avait foncé sur lui avec autant de rage. Et parfois, Elias y pensait encore. Il repensait à ce moment. S'il n'avait pas fermé cette porte à temps, elle l'aurait percuté de plein fouet. Et depuis ce soir-là, à chaque fois qu'il pleut, le souvenir revient. Inaya a grandi en Inde, dans une famille qui déménageait souvent à cause du travail de son père. À un moment donné, ils se sont installés dans une nouvelle maison. Un petit logement avec seulement 2 pièces et une minuscule véranda à l'arrière. Cette véranda donnait directement sur la route, ce qui permettait à n'importe qui de passer facilement devant ou d'y accéder. Peu de temps après leur arrivée, ses parents ont embauché une femme de ménage. Au début, tout paraissait normal. Mais avec le temps, son comportement a commencé à devenir étrange. Un jour, la mère d'Inaya est allée dans la salle de bain pour chercher quelque chose et a surpris la femme de ménage en train de faire un geste bizarre près des toilettes. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle faisait, la femme a répondu qu'elle nettoyait. Mais la mère d'Inaya n'y a pas cru une seconde. Il y avait quelque chose de dérangeant dans sa posture, une attitude qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Peu après, ils ont découvert un dessin angoissant sur la véranda. 4 silhouettes y étaient représentées, 2 grandes et 2 petites. C'était évident, ce dessin symbolisait leur famille, les 2 parents et Inaya et sa sœur. La mère, en colère et alarmée, a immédiatement pris un seau d'eau à effacer le dessin. Mais à partir de là, les choses ont empiré brutalement. Ses 2 parents ont attrapé la varicelle. Sa sœur est tombée de la balançoire et s'est retrouvée avec une profonde cicatrice sur le visage. Et Inaya, qui était plutôt petite, a vu sa jambe se coincer dans les rayons d'une roue de vélo. Leurs soupçons ont grandi. Convaincus que la femme de ménage était liée à tout ça, ses parents ont décidé de la renvoyer immédiatement.
Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une nuit, alors qu'Inaya était couchée dans son lit, elle a eu un pressentiment bizarre. Elle s'est levée pour vérifier et a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Une femme, avec une longue queue de cheval identique à celle de la femme de ménage, se trouvait dans le couloir près du salon. Elle l'a fixée sans dire un mot. Terrifiée, Inaya a couru jusqu'à son lit sans même se retourner. Quelques jours plus tard, ils ont appris que le mari de la femme de ménage avait eu un accident et s'était cassé la jambe. Et ses enfants, ils tombaient sans arrêt malades depuis son départ. Sans attendre, la famille d'Inaya a décidé de quitter cette maison maudite au plus vite. Et après leur déménagement, tout s'est amélioré. Mais même aujourd'hui, Inaya se pose encore la même question. Qu'est-ce que cette femme leur avait fait exactement ? Samir vit actuellement au Népal. Et même si cette histoire remonte à plusieurs années, il s'en souvient comme si elle s'était produite la veille. Elle l'a marqué à jamais. Tout s'est passé alors qu'il avait environ 6 ans, à l'époque où sa mère était enceinte de son petit frère. Même s'il préférait dormir à ses côtés, on le faisait souvent dormir avec sa tante. Un soir, il a piqué une crise, suppliant de rester avec sa mère. Elle a refusé. Frustré et furieux, il a traversé la maison en éteignant toutes les lumières. Mais à peine la pénombre a-t-elle envahi les pièces, que la peur l'a saisi. Pris de panique, il a tout rallumé à toute vitesse. Toujours bouleversé, il s'est finalement glissé discrètement dans la chambre de sa tante et s'est allongé pour dormir. Il dormait toujours au bord du lit, tourné vers le mur, pour éviter de tomber. Le lit était recouvert d'une moustiquaire. En se recroquevillant, il a remarqué que la pièce n'était pas complètement noire. Une faible lumière entrait depuis le couloir à travers la porte entr'ouverte. C'est alors qu'il l'a vue. Une femme qui ressemblait exactement à sa mère, debout contre le mur. Elle ne bougeait pas, comme figée. Ses yeux grands ouverts étaient braqués sur lui, immobile. Son visage était complètement vide, sans la moindre émotion. Mais son regard, froid et intense, lui a glacé le sang. Elle portait le kurta marron de sa mère. Son immobilité était irréelle. Sa peau était pâle et lisse comme celle d'une poupée. L'air dans la pièce était devenu glacial, et des frissons lui ont parcouru les bras. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Il a fermé les yeux avec force, essayant de se convaincre qu'il avait tout imaginé. Mais en les rouvrant, elle était toujours là. Toujours immobile, toujours en train de le fixer. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il s'est tourné lentement vers sa tante, luttant pour ne pas sangloter, priant pour que la nuit se termine. Le lendemain matin, il a demandé à sa mère pourquoi elle était venue dans sa chambre dans la nuit. Elle a eu l'air confuse. Elle lui a répondu qu'elle n'y était pas allée. Il lui a alors raconté toute la scène. Son visage a changé. Inquiète, elle s'est précipitée vers le bac où trempait son linge et a sorti un vêtement. Elle lui a demandé si c'était ce kurta. Il a hoché la tête. C'était bien celui-là. Et c'est là que le détail le plus terrifiant est revenu à son esprit. Entre le lit et le mur, il n'y avait jamais eu assez de place. Pas assez pour qu'une personne tienne debout, encore moins une femme enceinte. Et pourtant, elle était là, à le fixer. Encore aujourd'hui, Samir ne sait pas qui l'a vu cette nuit-là. Mais il ne l'a jamais oublié. Cette histoire n'est peut-être pas la plus terrifiante qu'on puisse entendre, mais même aujourd'hui, elle continue de donner des frissons à Yanis. Il n'était qu'un tout petit garçon, en maternelle, quand c'est arrivé. Son école comptait 2 étages. Ce jour-là, c'était l'heure de la récréation. Avec ses copains, ils venaient de terminer les goûters qu'ils avaient achetés à la cantine, et ils s'étaient précipités vers la cour pour jouer. Mais au bout d'un moment, ils se sont lassés et ont décidé de jouer à cache-cache. C'était le dernier tour du jeu, et l'un de ses amis a proposé qu'il monte se cacher en haut de l'escalier de gauche du bâtiment, réputé pour être hanté. Mais une fois sur place, tout le monde a eu peur. Ils ont dit que c'était trop flippant. Yanis, lui, n'a pas eu peur. Il a même décidé d'y aller tout seul. Il a monté les marches. Tout en haut, il n'y avait qu'une seule porte. Pendant que le chercheur comptait, Yanis a tourné la poignée, a ouvert la porte et est entré. Détail important, la porte s'ouvrait vers l'intérieur. La pièce était couverte de poussière, comme si personne n'y était entré depuis des années. Des chaises étaient renversées, éparpillées partout. Des toiles d'araignée pendaient dans les coins. Il s'est accroupi près de la porte et a observé la pièce. C'est là qu'il a remarqué les éclaboussures rouges sur les murs. Elles coulaient encore un peu. Une odeur infecte flottait dans l'air. Ça sentait la pourriture, comme si quelque chose de mort se décomposait sous la poussière. Un tableau noir trônait au fond de la pièce, maculé d'empreintes de mains, étalées dans cette même couleur rouge.
Il aurait dû comprendre que quelque chose clochait. Mais à l'époque, il a cru que c'était juste de la vieille peinture. Alors il est resté. Quelques minutes ont passé. Un silence étrange a envahi la pièce. Un silence trop lourd. Puis il a entendu un bruit. Ça venait du placard. Un coup qui ressemblait à un frottement. Il s'est figé, la terreur le gagnant enfin. Il n'avait pas envie de découvrir ce que c'était. Il s'est enfui en courant et a retrouvé ses copains. Il était tout de même content d'avoir gagné. Personne ne l'avait trouvé. Et bientôt, la cloche a sonné. La récréation était terminée. De retour en classe, une amie s'est penchée vers lui et lui a demandé où il s'était caché. Elle lui a dit qu'il l'avait appelé encore et encore, mais qu'il n'avait jamais répondu. Yanis lui a expliqué qu'il s'était caché dans la pièce en haut des escaliers, à gauche. Elle l'a regardé comme s'il était fou. Et lui a dit quelque chose qui l'a hanté pendant des mois. Cette pièce est fermée à clé depuis des années. Apparemment, la clé avait été perdue depuis longtemps, et personne n'avait jamais réussi à entrer. Tous ceux qui avaient essayé avaient trouvé la porte verrouillée. Alors, comment avait-il pu l'ouvrir? Comment était-il entré sans clé? Et ces bruits dans le placard? Qu'est-ce qui était là-dedans avec lui? Et surtout, ces empreintes rouges sur le tableau. En y repensant, elles n'avaient pas l'air d'être de la peinture. Elles ressemblaient à du sang. Maya vivait avec sa meilleure amie. Un soir, alors qu'elle dormait, son amie a soudain hurlé et se redressé d'un coup dans le lit. Maya lui a demandé ce qui s'était passé. Il lui a alors raconté ce qu'elle venait de vivre. Elle avait fait une paralysie du sommeil. Elle ne pouvait plus bouger. Elle avait gémi et avait appelé Maya à l'aide en lui disant « Aide-moi, je crois que je suis paralysée. Si tu m'entends, fais-moi un câlin. » Et à ce moment-là, quelqu'un s'était mis à lui appuyer sur la poitrine avec une force terrifiante. Et cette chose avait répondu, avec la voix de Maya, exactement la sienne. La chose répétait frénétiquement. Comme ça, comme ça. D'après elle, cette voix sonnait comme un cri nerveux, presque hystérique. Une autre nuit, Maya s'est réveillée à cause d'un bruit sec régulier. Un tic-tac. Elle a ouvert les yeux et s'est figée. Il n'y avait aucune horloge dans sa chambre. Dès qu'elle en a pris conscience, le bruit s'est transformé. Le tic-tac s'est mis à ralentir, à sonner faux, comme si quelque chose imitait le son, comme si quelque chose était là. Ces expériences terrifiantes ne s'arrêtent pas là. Une fois à cause du boulot, Maya a dormi dans un motel. Vers 4 heures du matin, elle a vu l'ordinateur de la pièce s'allumer tout seul. Pire, une vidéo en direct a commencé. Elle a trouvé ça étrange, mais elle était trop fatiguée pour réagir. Puis 2 voix d'hommes ont résonné depuis l'écran. « Mec, il y a déjà 22 personnes qui regardent. » Terrifiée, elle s'est levée à éteindre l'ordinateur immédiatement. Pendant sa dernière expérience, Maya a rêvé que quelqu'un la tirait violemment. Dans son rêve, elle a frappé ce quelqu'un de toutes ses forces. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Quand elle a ouvert les yeux, elle était accrochée à la rambarde du balcon. Sa mère la retenait, en pleurs, le nez en sang. C'était elle qui l'a tirée pour la sauver. Le plus fou, à l'aube, une étudiante du même immeuble s'est jetée dans le vide. Cette histoire s'est passée en 2012, quand Ivan avait 10 ans. Sa famille venait tout juste d'emménager dans une nouvelle maison, dans un quartier plutôt mal fréquenté. Il y avait déjà eu plusieurs arrestations dans la rue, et certaines maisons avaient même été détruites par des incendies. La maison en elle-même était très ancienne. Le sous-sol ressemblait à quelque chose tout droit sorti des catacombes italiennes. Sol en terre battue, aucune finition. En arrivant, ils avaient remarqué que la porte de la cave était verrouillée avec une chaîne, de l'intérieur. Ça aurait dû être leur premier avertissement. Il y avait aussi beaucoup de fenêtres dans la maison. Pour aller de sa chambre à la salle de bain, Ivan devait passer par la cuisine à la porte arrière. Et ceux qui ont grandi dans des coins un peu dangereux savent à quel point ça fait peur de passer devant des fenêtres non couvertes la nuit. Ce détail va compter plus tard. Il partageait sa chambre avec son grand frère Nick. Ivan avait toujours été un enfant parano, et il avait du mal à s'endormir. Il en était embarrassé, mais il avait utilisé une veilleuse jusqu'à ses 12 ans. Une nuit, vers 3 heures du matin, il s'est réveillé avec une envie pressante. Il a tenté d'ignorer son besoin, mais au bout d'un moment, c'était devenu insupportable. Il a hésité, puis a rassemblé son courage, et s'est finalement levé pour aller aux toilettes. Il a marché lentement, jetant des coups d'œil prudents à chaque fenêtre. Tout paraissait normal.
Il a avancé de quelques pas, a tourné dans le salon. Et là, son cœur s'est figé. Un type à l'apparence d'un sans-abri se tenait juste derrière la porte vitrée, les mains en visière contre la vitre, en train d'observer l'intérieur. Ivan s'est figé, le souffle coupé. Puis, aussi silencieusement que possible, il s'est planqué derrière le canapé. Il a paniqué. Est-ce que ce type l'avait vu? Il devait réveiller Nick. Son frère avait 3 ans de plus que lui et un téléphone. Ivan, lui, n'en avait pas. Il a commencé à ramper vers leur chambre, quand un bruit l'a glacé sur place. Un clac. Le verrou de la porte arrière venait de tourner. Ce type, un parfait inconnu, avait une clé de leur maison. Et pour la première fois de sa vie, Ivan a juré, glacé de peur. Il s'est encore plus écrasé contre le canapé, retenant sa respiration. La porte s'est ouverte en grinçant. Le type est entré. Il bougeait lentement, prudemment, comme s'il avait déjà fait ça 1 million de fois. Il mesurait au moins 1,90 m. Une barbe grise lui descendait jusqu'à la poitrine. Il portait une casquette et une capuche, ce qui masquait son visage. Il est allé droit vers la cuisine. Il a ouvert le placard à provisions et a sorti un paquet de chips, comme s'il était chez lui. Puis il a déverrouillé la porte du sous-sol, et il est descendu, sans un mot. Et surtout, il a laissé la porte ouverte. Ivan est resté figé un instant. Puis sa panique s'est amplifiée, parce qu'il avait réalisé une chose horrible. S'il faisait le moindre mouvement, le type allait l'entendre. Son regard a balayé la pièce. Il a repéré la couverture de sa petite sœur, posée sur le canapé. Il l'a tirée lentement, a posé ses pieds dessus, et s'en est servi pour amortir le bruit de ses pas. Le but, atteindre la porte de la cave. Elle était à quelques mètres. Ivan a avalé sa salive et s'est murmuré « Allez, on y va ». Il a claqué la porte et a verrouillé le loquet juste au moment où des pas lourds sont remontés de la cave. Pam! Quelque chose a violemment frappé la porte. Ivan s'est retourné et a foncé à l'étage, en direction de la chambre de ses parents. En passant, il a attrapé un couteau sur le plan de travail. Il a secoué son père en hurlant, tremblant de tout son corps, et bégayant qu'il y avait un inconnu dans la cave. Son père s'est levé d'un bond et lui a pris le couteau des mains. C'était un ancien militaire, un grand costaud qui s'entraînait tous les jours. S'il y avait bien quelqu'un pour gérer ça, c'était lui. Sa mère, elle, a appelé la police. Ils ont dit qu'il serait là dans 5 minutes. Mais ne voulait pas laisser sa petite sœur seule en bas. Elle a pris Ivan par la main et ensemble, ils sont redescendus vers la cuisine. Et c'est là que c'est arrivé. Un bruit d'explosion. La porte de la cave avait été détruite. Le type a sauté sur son père, les envoyant tous les deux valser par terre. Ils se sont battus. Poings, cris, lutte au sol. Son père tentait de le maîtriser, de le plaquer au sol. Ivan n'a pas réfléchi. Il a couru dans la cuisine, a attrapé un autre couteau et a foncé vers eux. Ses mains tremblaient. Il a levé la lame, prêt à frapper, lorsque sa mère lui a hurlé de lui donner le couteau. Il a hésité, puis le lui a tendu. Sans attendre, elle a poignardé l'homme dans le dos. Le type a crié, foudroyé par la douleur. Son père en a profité pour le retourner et lui bloquer les bras dans le dos. Ivan est resté debout, haletant, le cœur battant à toute allure. Puis les sirènes ont retenti. La police est entrée, arme au poing. Ses frères et sœurs, réveillés par le bruit, ont déboulé dans la pièce, puis ont hurlé en voyant le sol couvert de sang. Ses grandes sœurs l'ont serré dans leurs bras, essuyant ses larmes alors qu'il tremblait comme une feuille. Au final, l'homme a survécu. Il a été transporté à l'hôpital puis arrêté. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont jamais su comment il avait eu une clé de leur maison. Cette nuit-là continue de hanter Ivan. Il ne saurait jamais ce que cet homme cherchait à faire exactement, combien de fois il était venu, ni ce qui se serait passé s'il n'avait pas verrouillé la cave à temps. Mais une chose est sûre, sa mère ne l'a pas laissé poignarder cet homme pour lui éviter de vivre avec ce poids. Et pour ça, il lui en sera toujours reconnaissant. Michael avait travaillé dans une entreprise pendant environ 1 an avant d'intégrer celle où il travaille actuellement. À cette époque, il vivait seul avec sa femme. Même s'ils aimaient tous les deux les enfants, ils ne se sentaient pas encore prêts à en avoir. Bref, cet incident est arrivé un soir alors qu'il rentrait chez lui, ivre comme souvent après un repas bien arrosé avec ses collègues. En passant la porte d'entrée de l'immeuble, il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Et la cabine, alors arrêtée au 3e sous-sol, a commencé à monter lentement. Quand elle est finalement arrivée au rez-de-chaussée, il a ressenti un froid immédiat en y entrant. Il était presque minuit, et son corps chauffait à cause de l'alcool. Mais l'air glacial à l'intérieur lui a quand même gelé le corps.
C'est sûrement parce qu'elle est restée coincée sous terre un long moment, il a pensé, avant d'appuyer sur le bouton du 16e étage, là où il habitait. L'ascenseur s'est mis en route lentement, mais s'est arrêté brusquement au 5e étage. D'habitude, les résidents de l'immeuble n'utilisaient pas souvent l'ascenseur à cette heure-là, alors il s'était placé au centre de la cabine. Dès que la porte s'est ouverte, il s'est automatiquement décalé pour laisser passer. Mais il n'y avait personne. Il a pensé qu'un voisin pressé avait dû appuyer sur le bouton avant de prendre l'escalier de secours. Alors il a appuyé sur le bouton de fermeture, et la cabine a repris son chemin. Sauf qu'elle s'est de nouveau arrêtée, au 6e étage cette fois. Et là non plus, il n'y avait absolument personne. Quand elle s'est arrêtée au 7e, il a fini par s'énerver. Il a passé la tête par la porte et a crié « Hé, ça suffit !» Mais il n'aperçut aucune présence à l'étage. Tout semblait désert. Un frisson lui a traversé le dos, mais il pensait toujours que ce n'était qu'une mauvaise blague d'un gamin pour faire perdre du temps aux gens. L'ascenseur a continué de monter, mais comme il s'y attendait, il s'est arrêté au 8e étage encore une fois. Mais cette fois-ci, il y avait quelqu'un. Une petite fille se tenait juste devant la porte. Elle semblait avoir 6 ou 7 ans, mais un détail l'a aussitôt troublée. Malgré l'heure tardive, il n'y avait personne avec elle. Aucun parent, aucune présence adulte, rien. Et pourtant, l'enfant restait là, immobile, sans monter dans la cabine. Il lui a demandé « Hé petite, tu montes ou pas ?» Mais elle n'a rien répondu. Il a senti un frisson inexplicable l'envahir, alors il a appuyé rapidement sur le bouton de fermeture. Mais alors que la porte s'était à moitié refermée, la fillette a appuyé sur le bouton d'ouverture. Debout sur la pointe des pieds, elle a rouvert la porte de l'ascenseur, alors il lui a répété de monter. Mais n'a toujours pas bougé, elle est restée parfaitement silencieuse. À ce moment-là, il s'est dit que c'était sûrement elle qui s'amusait à faire ses mauvaises blagues. Alors il a pointé du doigt la caméra de surveillance et lui a dit d'arrêter immédiatement. La gamine, toujours plantée là, le fixant droit dans les yeux, a lentement ouvert la bouche. « Je vais monter quand ma maman sera là. » Elle avait parlé d'une toute petite voix. Mais il avait beau regarder autour d'elle, il ne voyait aucune ombre, aucun signe de qui que ce soit. Étrangement, sa voix avait quelque chose de profondément inquiétant. On aurait dit qu'elle imitait une voix d'enfant. Il a appuyé de nouveau sur le bouton de fermeture, cette fois avec nervosité, et heureusement, la gamine n'a pas rappuyé. La cabine a repris sa montée et n'a pas marqué d'arrêt à l'étage suivant. Soulagé, il n'a plus voulu qu'une chose, sortir de là et rentrer chez lui au plus vite. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Il était au 11e étage quand les lumières se sont mises à clignoter violemment. Il a fixé l'ampoule, tendue, et quelque chose lui a paru bizarre. Une tache noire est apparue sur le plafonnier, comme si quelqu'un y avait renversé de l'encre. Et à sa grande surprise, cette tache s'agrandissait à chaque clignotement. Non, c'est dans ma tête, j'ai trop bu. Il s'est répété ça en boucle, mais la tache continuait de grossir, comme si elle se moquait de lui. Son dos était trempé de sueur, mais l'intérieur de la cabine restait glacé. Et quand il a relevé les yeux vers la lumière, puis a regardé droit devant lui, il a douté de la réalité de ce qu'il voyait. Là, dans le reflet de la paroi, il a vu une main posée sur son dos. Une main humaine. Et pourtant, il était seul dans l'ascenseur. D'un seul coup, il a compris qu'il y avait vraiment quelque chose avec lui, quelque chose d'invisible. La panique l'a saisi. Le reste du trajet jusqu'au 16e étage lui a semblé durer une éternité. Il n'a pas réussi à contenir sa peur. Il a fini par appuyer sur le bouton du 14e étage pour sortir plus tôt. Il allait bondir dehors dès que la porte s'est ouverte, mais s'est figé net. La petite fille qu'il avait vue au 8e était là, et se tenait devant lui comme si elle l'attendait. Son cœur s'est figé. Tremblant alors qu'il allait faire un pas dehors, elle a levé lentement la tête. Et à ce moment-là, il l'a vue. Elle souriait, mais pas comme avant. Elle affichait un rictus démesuré, comme si sa bouche allait se fendre jusqu'aux oreilles. « Ma maman est là maintenant, je vais monter. » Maman ? De quoi elle parlait ? Il en était certain, l'ascenseur était vide depuis le sous-sol. Il n'avait vu ni ombre, ni mouvement. Alors, qui était là ? Il était à bout de nerfs, les jambes tremblantes. Il s'est décidé à la pousser pour sortir de la cabine et filer par l'escalier de secours. Sans trop savoir pourquoi, il a été gagné par une peur viscérale. S'il restait là, il ne reverrait jamais sa femme. Il a gravi les marches 4 à 4. Et là, le capteur de mouvement s'est mis à s'allumer, à un rythme beaucoup plus rapide que le sien, comme si quelqu'un montait déjà devant lui. Il a cru devenir fou. Quand il est enfin arrivé au 16e, il a violemment ouvert la porte de secours pour sortir en courant. Il s'est retourné, prêt à foncer vers chez lui. Mais quelqu'un se tenait devant la porte.
une femme aux cheveux extrêmement longs, et la gamine qu'il avait vue dans l'ascenseur. Et se tenaient là, côte à côte. Comment savait-elle où il habitait? Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais une seule pensée lui a traversé l'esprit. Un signal d'alarme. Il ne fallait surtout pas qu'il rentre chez lui. Il a fait demi-tour et a tenté de refermer doucement la porte de secours. Mais à ce moment-là, sa main, moite de sueur, a glissé, et la porte a claqué dans le silence du couloir. Quand il a regardé le bout du couloir, les larmes aux yeux de terreur, il a entendu un bruit. Des pas, des talons, et des pas plus rapides, des pas d'enfant. Il a rouvert la porte et s'est précipité dans l'escalier. Pendant qu'il descendait à toute vitesse, il entendait les bruits de pas derrière lui, réguliers. Il a trébuché, manquant de peu de dévaler les marches en roulant. Mais il a réussi à atteindre la porte d'entrée et à se précipiter dans la loge éclairée du gardien. Mais ce dernier était en ronde, il n'était pas là. Michael a redressé son corps tremblant et a regardé par la petite vitre de la porte. Et là, ses jambes se sont dérobées sous lui. La femme et l'enfant étaient là, dehors. Et il le fixait avec une haine froide, comme si elles allaient le tuer. Il a voulu hurler, mais pile à ce moment-là, le gardien est entré dans la loge. Surpris de le voir dans cet état, il lui a demandé ce qui se passait. Michael a voulu lui expliquer, a pointé la porte, mais il n'y avait plus personne. Finalement, le gardien l'a accompagné jusqu'à son appartement. Et à sa grande surprise, sa femme, qu'il pensait déjà endormie, l'attendait avec toutes les lumières allumées. Ce qu'elle lui a raconté a achevé de le terroriser. Elle lui a dit que pendant qu'il voyait la femme et la gamine devant chez eux, quelqu'un avait sonné. Elle avait cru que c'était lui et s'était approchée pour ouvrir. Mais quelque chose clochait. Elle savait que Michael ne sonnait jamais quand il rentrait tard. Alors elle avait allumé l'interphone pour regarder. Mais il n'y avait personne. Quand elle était retournée s'asseoir, la sonnette avait de nouveau retenti. Puis encore et encore. Inquiète, elle avait décidé de rester devant l'écran, téléphone en main. Et quand la sonnette avait retenti à nouveau, l'écran s'était rempli d'un visage. Une femme, collée contre l'objectif. Au début, elle avait cru à une mauvaise blague. Mais en regardant de plus près, son visage était si pâle, si figé, qu'on aurait dit un cadavre. Elle avait aussitôt allumé toutes les lumières et tenté d'appeler la sécurité. Mais le gardien n'avait pas répondu, il était encore en patrouille. Pendant ce temps-là, Michael descendait les escaliers en courant. Quand elle avait regardé l'interphone une dernière fois, il n'y avait plus rien. Le lendemain matin, Michael est allé consulter les caméras de l'ascenseur. Et il a eu le souffle coupé de choc par ce qu'il y a vu. On le voyait attendre la cabine au rez-de-chaussée, puis entrer. Au début, tout paraissait normal. Mais soudain, il se mettait à appuyer, comme possédé, sur les boutons des étages 5 à 8. Au 7e, il criait dans le vide. Pourtant, il n'y avait personne. Au 8e, il murmurait quelque chose, puis appuyait pour ouvrir la porte. Il montrait la caméra du doigt, disait quelque chose, puis refermait. Ensuite, il fixait longuement les lumières, avant d'appuyer d'un coup sur le bouton du 14e étage et de sortir en courant. Donc, tout ce qu'il avait vécu la veille, c'était lui qui avait fait tout ça. Sur la caméra de l'entrée, on ne voyait que lui. Personne d'autre n'était sorti. Le gardien avait ri en disant qu'ils avaient une sacrée imagination. Mais Michael n'a aucun doute que ce qu'il avait ressenti ce soir-là était bien réel. Aussi réel que le regard meurtrier. Mais alors, qui était cette femme et cet enfant? Il n'en a toujours aucune idée. Cet incident n'est pas arrivé à Caleb lui-même, mais à sa grand-mère. Récemment, sa grand-mère est venue vivre chez eux. Et depuis, elle lui a raconté plusieurs de ses rencontres avec le surnaturel. Celle-ci en particulier s'est produite en 1974, dans l'état d'Anambra, au Nigeria. Sa grand-mère avait à peu près la quarantaine bien avancée à ce moment-là. C'était un samedi, quand elle a reçu un appel de l'hôpital local. Une infirmière au téléphone lui a annoncé que sa fille Lina, la tante de Caleb, qui était enceinte, était en train d'accoucher, et que sa présence à l'hôpital était nécessaire. Il pleuvait dehors, mais la situation semblait urgente, alors elle s'est mise en route aussi vite qu'elle a pu. D'après elle, l'hôpital se trouvait à environ 15 minutes de marche de sa maison. Elle a pris la route à pied, et plus elle avançait, plus la pluie devenait violente. Les rues étaient désertes, complètement inondées, et il n'y avait aucun véhicule en vue. Elle a expliqué qu'elle avait peur de traverser les flaques, parce que c'était dangereux, mais en même temps, elle ne voulait pas abandonner sa fille seule à l'hôpital. Coincée dans ce dilemme, elle s'est arrêtée au bord de la route, sans trop savoir quoi faire.
Et puis soudainement, un fourgon blanc est apparu à côté d'elle, sorti de nulle part. Elle précise qu'elle n'avait vu aucun véhicule approcher, donc elle a été surprise de voir ce fourgon-là juste à côté d'elle. À l'intérieur, il y avait un homme vêtu d'un uniforme, comme celui d'un agent de sécurité. Il lui a demandé où elle allait, et lui a répondu qu'elle devait se rendre à l'hôpital un peu plus loin. L'homme lui a dit de monter, ce qu'elle a fait. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle est descendue du fourgon. Elle remerciait l'homme, puis s'est dirigée vers l'entrée du bâtiment. Là, elle est tombée sur une amie qui, elle aussi, était venue en apprenant que Lina accouchait. Son amie a été surprise de la voir et lui a demandé comment elle avait réussi à rejoindre l'hôpital sous une pluie pareille. Sa grand-mère lui a expliqué qu'un inconnu avait eu la gentillesse de la déposer et s'est retournée pour désigner la rue d'où elle était arrivée. Mais à sa grande surprise, le fourgon n'était plus là, comme si c'était littéralement évaporé. Et ce qui l'a le plus troublé, c'est que son amie, confuse, lui a dit qu'elle n'avait ni vu ni entendu aucun fourgon arriver. La route était longue et droite, donc même en regardant simplement au loin, on aurait dû pouvoir apercevoir le véhicule partir dans la distance. Mais quand la grand-mère a regardé, il n'y avait plus rien. Pas de fourgon, pas de passants, juste cette pluie qui continuait à tomber sans relâche. Elle a dit que chaque fois qu'elle repense à cette histoire, elle en a encore des frissons. Et encore aujourd'hui, elle ne sait pas qui était cet homme, d'où venait ce fourgon, ni pourquoi il l'a aidée ce jour-là, sous cette pluie battante. Ceci est l'histoire d'un événement qu'Ethan a causé lorsqu'il était un ado imprudent, et qui lui a laissé un traumatisme profond qu'il porte encore aujourd'hui. S'il n'avait pas été aussi stupide à l'époque, sa vie aurait sûrement été bien plus simple. Mais ce souvenir, aussi cauchemardesque soit-il, il n'arrive pas à l'oublier, même quand il voudrait l'enterrer pour de bon. Ça remonte à une quinzaine d'années. Il avait environ 17 ans. À ce moment-là, sa routine après les cours, c'était de traîner à la salle d'arcade avec ses potes. Le jour de l'incident, il jouait joyeusement à un jeu appelé Tekken avec ses amis dans l'arcade. Mais il y avait aussi un autre homme, dans la trentaine, qui jouait au même jeu. Ils ont fini par s'affronter dessus. À cette époque, Ethan était connu pour être un vrai champion à Tekken. Personne dans le quartier n'arrivait à le battre. Et comme prévu, il a complètement écrasé l'homme, qui s'est mis à grincer des dents de frustration. Le type a continué à le défier, encore et encore, et Ethan a continué à gagner. Puis d'un coup, l'homme s'est mis à frapper l'écran avec ses poings, en hurlant de rage. Il lui a demandé en hurlant s'il voulait se battre pour de vrai au lieu de jouer, mais Ethan a juste éclaté de rire. Parce que malgré son gabarit imposant, celui d'un grand gaillard d'une trentaine d'années, il avait une voix de gamin. Alors tout à coup, le type l'a attrapé par le col, comme s'il était encore plus furieux à cause de son rire. Pris au dépourvu, Ethan s'est figé, et ses amis autour ont tenté de les séparer. Puis d'un coup, l'expression de l'homme a changé, et sa voix aussi, complètement changé. Il a parlé avec une voix grave, sourde, qui vibrait. « C'est toi qui as mis Max en colère ?» Ethan a avalé difficilement sa salive, perdu devant ce changement brutal. À cet instant, il a compris que ce type n'était pas net du tout, et il a senti au fond de lui que quelque chose clochait. Et il avait peur, parce que ce gars-là était vraiment costaud. Quand il s'est excusé, les yeux et le visage du type se sont adoucis d'un coup. Il a lâché son col et a dit « Désolé, mes amis s'emportent trop vite. Je vais les calmer, alors vas-y, pars !» Cette fois avec une voix féminine. Puis il a continué à marmonner tout seul, et sa voix changeait toutes les quelques secondes. Un coup une voix de gamin en colère, puis celle d'un délinquant au langage grossier, puis une remplie de haine meurtrière, avant de revenir sur la voix féminine. Ethan n'oublierait jamais le frisson qui lui a glacé le dos en le regardant délirer comme ça. Il s'apprêtait à quitter la salle, quand l'homme a crié « Tu vas où, petit con? Max pleure encore à cause de toi. Viens faire une autre partie de Tekken, tout de suite !» Ethan s'est retourné, choqué, et a vu le type courir vers lui en pleurant. Il a crié, et l'homme s'est jeté sur lui en balançant un coup de poing. Il a à peine réussi à l'esquiver, mais l'autre ne s'est pas arrêté. Quelques-uns de ses amis ont accouru et ont commencé à se battre avec le gars, pendant qu'on entendait quelqu'un appeler la police. Il aurait dû fuir à ce moment-là, mais il était trop jeune et a fait une grosse erreur. Il s'est énervé, et lui a rendu un coup de poing. L'homme a reculé sous l'impact et est resté inconscient quelques secondes. Puis il a rouvert les yeux et s'est mis à hurler dans une langue incompréhensible. Et soudain, il a foncé sur son ami Frank et l'a violemment poussé. Frank est tombé en arrière, s'est cogné la tête contre une borne de jeu et s'est effondré au sol. Ethan a vu le sang couler de son crâne. Il était terrifié, paralysé sur place. Et d'un coup, le type a crié d'une autre voix de femme
Stop! Arrêtez tous! Vous voulez retourner en prison ou quoi? Puis il a de nouveau pointé Ethan du doigt, cette fois avec une voix d'homme, grave et menaçante. Il faut le tuer. C'est lui qui a énervé Max. Max pleure encore. Puis il a crié quelque chose dans une autre langue, en regardant autour de lui comme un fou. Il semblait chercher quelque chose. Ethan s'est collé à ses amis, tétanisé. Et le type a crié encore, de cette même voix grave et délirante. Chao cherche un couteau maintenant. Il veut te découper. Ce mec tenait une boucherie avant. Tu piges ce que ça veut dire? On est 7. Tu crois vraiment que tu peux nous battre? Peu après, les flics sont enfin arrivés. Et le visage du gars a changé du tout au tout. Son regard s'est adouci, son expression est devenue calme. Et il a parlé aux policiers avec une gentillesse déroutante. Les agents l'ont regardé en disant qu'il avait l'air d'un type bien. Et ils leur ont demandé s'il avait vraiment été violent, parce qu'ils avaient du mal à le croire. Mais avec tous les témoignages autour, ils ont fini par l'arrêter. Ethan a dû aller au commissariat pour témoigner. Et là-bas, le type a continué à jouer les gentils, comme s'il était irréprochable. Ethan ne savait pas si c'était un jeu d'acteur, ou si ce gars-là croyait vraiment à ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds dans une salle d'arcane. Il a complètement arrêté de jouer. Il en a gardé une énorme blessure psychologique, entre la culpabilité de ce qui était arrivé à son ami, et le choc de cette scène. Mais au fond, qui était vraiment cet homme? Est-ce que tous ces personnages qu'il incarnait existaient réellement? On n'en aura probablement jamais la réponse.